Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille le lieutenant-colonel Christian Carrère, chef de corps au BSMA, le bataillon de service militaire adapté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le BSMA s'apprête à accueillir ce week-end la population mahoraise dans le cadre des Portes Ouvertes, un événement annuel que beaucoup de monde attend. On verra avec vous comment ça va se passer au cours de ce journal. Avec nous également, délégué syndical, Moustapha Irichi, délégué syndical CFE-CGC à Tetrama. La grève à Colas, excusez-moi. Donc la grève à Tetrama a commencé, elle a suivi celle de Colas. On parlera de ce qui se passe chez vous au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 5 juin. La grève à la Colas et à Tetrama continue. Ce matin, à l'appel de la Fédération mahoraise de BTP, une réunion s'est tenue à la DIECT pour discuter de la convention collective. Un échec avant le week-end qui laisse présager de nouveaux mouvements dès lundi. Des projets de construction par dizaines qui ne voient finalement jamais le jour. Écoles, gymnases ou encore MJC. À Mayotte, les constructions à l'abandon sont légion. Nous sommes partis à la rencontre d'une des sociétés directement impactées par ce problème. Fêter son anniversaire dans la culture occidentale, rien de plus normal, mais à Mayotte, cela ne fait pas partie des traditions. Aujourd'hui, le mélange des cultures semble pourtant s'opérer par consentement et non par soumission. Reportage à la fin de notre édition. À Tetrama, la grève a débuté hier sans cri et gare. Inspiré par le mouvement à la Colas, les salariés ont décidé de défier leur direction. Alors qu'un préavis de grève avait été déposé le 11 mai, des négociations avaient été entamées avec la direction. Mais après 2 réunions, les salariés ont finalement décidé d'entamer un rapport de force. Les explications signées Pierre Bellucci et Abbas Alidi. Il fallait s'y attendre. Les salariés de Tetrama ont décidé de rejoindre les grévistes de la Colas. C'est aujourd'hui tout le BTP et ses ouvriers qui semblent mener la fronde contre le patronat, avec à chaque fois pour origine des négociations annuelles qui n'aboutissent pas. Fanya greve banu mana madai na mahamili babu ambasiri sur mete système ya shtirongolo enao Tetrama banu relance tinino préavis à grève wajar demanda mbari risuspende wasi risuspende grève ra kwesere négocier nao be rende viaji mbili riparamba shitwarambia zo kasudunganzia mana kula shturirongwa wasurambia meso ata leo ridiparamba na mahamili enao yo karandisa tamrazi moja. Du côté des revendications, les salaires semblent au cœur de la grève, tout comme à la Colas, même si des problèmes internes à Tetrama semblent différencier les deux conflits. Haya ya bili babo rina tinino règlement intérieur yani yode irongwa sharia zahazi yo rifanya arambia rifanye rumbe andangale na halona rizifanya kapta moja tino ramwambia surambia mba waidi chef watu jibu disko ya tao yara rilo babo ba shtirongolo wao tujweli ntirongwa shmare be ba shtirongolo wao protokoli ya wasi unna wao raisinya babo za lera zor sohodwa babo mana mon babo ala fiamwa ne kamba waudwar tsahao lera wasi libo yanus fanya hazir libi entreprise. Contacté par nos soins, la direction affirme pour sa part être ouverte au dialogue et ne pas comprendre ce mouvement si soudain. Le directeur se dit prêt à accueillir les syndicats dans son bureau pour discuter sereinement. Pas sûr que les salariés l'entendent de cette oreille. Alors, on vient de voir dans le reportage Tetrama en grève, un mouvement qui a été précédé par celui de la Colas. Donc, avec nous, le délégué syndical Moustapha Erchadi, délégué syndical CFE-CGC. On a vu dans ce reportage un monde du BTP en crise au niveau des salariés. Et dans votre cas, la grève, ça fait 5 jours aujourd'hui qu'elle a commencé. Qu'est-ce qu'il en est clairement? Parce qu'a priori, ce n'est pas terminé. Effectivement, chez nous, la grève, elle reste toujours et elle persiste parce qu'aujourd'hui, on s'est vu avec la direction. Premièrement, elle nous a émis une proposition. On a consulté sa proposition et nous, on l'a refusée. Alors, on a l'impression que les choses se passent qu'aujourd'hui. Ça fait des années que certains salariés sont atteints par ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi ce soudain soulèvement et vous voulez justement aller jusqu'au bout, aucun compromis? En fait, ce qui s'est passé dès le départ, c'est que plusieurs lycéalistes, ils étaient au sein de l'entreprise. Donc, à force de persévérer avec des promesses qui n'aboutissent pas. Donc aujourd'hui, les salariés se sont
soudainement, bon, comme vous le dites, se sont opposés par rapport à certains traitements que les salariés pensent que c'est trop. Alors, on a l'impression que dans le monde du BTP, les choses ne fonctionnent pas comme ailleurs. Des contrats qui ne sont pas forcément traités comme dans d'autres secteurs. C'est quoi le réel problème? Le réel problème aujourd'hui chez nous, c'est les contrats CDIC. C'est les contrats de contrats à durée indéterminée pour la durée de chantier qui sont vraiment des contrats vraiment très précaires, qui fait qu'aujourd'hui, un salarié de chez Acolas peut être amené à être traité par ces contrats pendant plusieurs années, voire 25 ans d'ancienneté, sans CDI, tout ça. Donc aujourd'hui, les salariés se sont dit, ils en ont marre, parce que ces contrats-là ne leur permettent pas d'avoir une situation de vie normale, adéquate par rapport à leurs attentes. On a également demandé l'application de la convention qui est appliquée dans le BTP, comme vos prédécesseurs. Donc dans toutes les grèves qu'on a vues récemment, c'est la même chose qui est demandée. Vous, c'est vraiment un état que vous allez maintenir jusqu'au bout? Oui, on va maintenir jusqu'au bout parce que là, on leur a proposé des revendications. Donc parmi ces revendications, la direction nous avait demandé de faire 4 revendications qui pouvaient être nécessiteuses pour les salariés. Par exemple? Le 13e mois, et puis trouver un accord afin que ces contrats de fin de chantier soient éliminés pour que les salariés puissent profiter d'un contrat normal sans avoir à être lésés complètement. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces salariés qui ont eu ces contrats pendant des années? Il y aura une revalorisation de leur situation, alors on va repartir à zéro? Là, effectivement, ces contrats de fin de chantier, ces contrats de chantier ne sont jamais revalorisés. C'est que bon, ces contrats, ils sont là et que c'est au profit de l'employeur. Donc le salarié, il est là, il est amené à être suivi, à être suivi par ces contrats. Mais ces contrats, c'est l'employeur qui est le seul arbitre là-dessus. C'est à lui d'arrêter le contrat si ça lui profite ou pas. Alors on a vu que dans le BTP, il y a souvent des frais conséquents par jour, des chantiers qui ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous pensez, comment la direction va réagir à l'issue de cette grève en voyant les pertes qui vont être occasionnées notamment? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question parce que tel qu'on l'a dit à notre patron aujourd'hui, que cette grève ne profite à personne et qu'il est tout à fait normal et nécessaire qu'on trouve un terrain d'entente afin d'arrêter ces conflits qui ne cessent pas. Donc lui, apparemment, il attend ça d'une autre oreille. Peut-être pour l'instant, ça le gêne pas. Donc nous, on est là. Dès qu'il est disposé à ce qu'on se mette à table et qu'il respecte nos revendications, ne serait-ce que s'engager personnellement à ce que sur un long terme ou à court terme, s'engager personnellement avec des écrits qu'on puisse arrêter la grève. En gros, vous jouez sur le temps, la pression, et en attendant que ça porte ses fruits, comme l'ont fait notamment les salariés de la BFC, par exemple. Tout à fait. Étant gréviste, bon, aujourd'hui, c'est vrai, on grève, mais c'est les salariés qui ont fait la grève. C'est pas l'intersyndicale, c'est la demande des salariés parce qu'ils trouvent qu'ils sont vachement lésés par rapport à ces situations des patronats qui sévissent aujourd'hui sur l'île. Merci beaucoup Moustapha Erchedine. Vous êtes délégué syndical à la Colas. La mort du SMIAM a causé l'abandon de nombreux chantiers représentant des centaines de millions d'euros. Nous évoquons notamment cette semaine le cas de l'école T26 à Kungu ou encore l'école T24 à Tsunzu. Mais au-delà de toute cette manne financière qui sera partie en fumée, il y a des dégâts collatéraux loin d'être négligeables. En effet, de nombreuses entreprises se voient ainsi entraînées dans la spirale infernale. Les images sont signées Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Des chantiers laissés à l'abandon, des bâtiments presque terminés mais qui n'ouvriront jamais leurs portes au public. La scène est plus fréquente qu'on le pense. Des chantiers de construction qui s'arrêtent en plein milieu de réalisation. D'autres encore ne vont même pas dépasser la phase de conception. Et si le cas des écoles a souvent été évoqué, d'autres établissements semés un peu partout à Mayotte sont également frappés par ce triste sort. Sur les 74 projets en cours, nous en avons
de stopper en phase conception 21, donc des commandes de projets qui n'ont jamais commencé, donc là 21 opérations. Des opérations qui ont commencé mais qui se sont arrêtées, il y en a 19 en conception, et des chantiers en cours arrêtés, il y en a 24, et des chantiers stoppés en cours de conception 10. Ce n'est pas que les projets d'école qui fonctionnent sous ce mode opératoire. Tous les projets de construction dans le monde entier fonctionnent comme ça. Votre maître d'ouvrage veut construire son ouvrage, il fait appel à un maître d'œuvre, l'architecte, qui lui fait appel à des bureaux d'études. Nous, bureau de contrôle, on est chargé de contrôler tout ça. Mais faut-il à un moment donné que le maître d'ouvrage lui donne les moyens et lui dise « Ok, le projet que vous m'avez dessiné me plaît, on y va ». Des projets qui atteignent des sommes colossales et qui seront au final d'importants gouffres financiers, car une fois le chantier arrêté, difficile de dire si celui-ci va reprendre ou non. En tout cas, pour les entreprises qui sont amenées à travailler sur ces projets, c'est un véritable casse-tête, sans compter les dégâts que cela peut occasionner sur leur activité. Nous avons la mission, on nous délivre un ordre de service, et après il ne se passe plus rien. On a juste une commande, mais on ne nous sollicite pas, on ne nous envoie pas de plan à vérifier, pas de note de calcul à vérifier, il ne se passe rien. Pour nous, la conséquence, elle est d'abord financière, puisque vous bâtissez des budgets sur 3 ans, et puis ça vous pollue complètement votre comptabilité, parce que vous pensez pouvoir avoir des rentrées financières, donc vous pouvez imaginer des investissements, et puis il ne se passe rien, donc tous vos projets sont mis à mal. De l'argent jeté par les fenêtres qui aurait sans aucun doute fait du bien à l'économie locale. Et pendant que certains s'interrogent sur les sources potentielles de financement qui permettront de développer le 101e département, encore faut-il commencer par faire bon usage des quelques deniers déjà disponibles. Car à ce rythme, il y a fort à parier que ces nombreux projets dits structurants auront tout le mal du monde à voir le jour sur l'île Lagon. Et cette nouvelle derrière méga proche du terrain de basket et des écoles des échauffourées ont éclaté entre policiers et jeunes Kawéniens. Un témoin de l'école primaire de Kawéni Post relate avoir vu des jets de pierre et la police jeter du gaz lacrymogène. Un affrontement en effet éclaté entre forces de police et jeunes du quartier. La raison, la police était venue arrêter un jeune, ce qui n'a pas plu à ses amis et créé une véritable émeute. Les policiers ont dû disperser la foule à l'aide du gaz et plusieurs civils ont été touchés. Après de longues minutes, le calme est revenu et finalement revenu. Aucun blessé n'est à déplorer. Le quotidien dans le centre de Mamoudzou est souvent mouvementé. Sous pression, les vendeurs à la sauvette poursuivis par la police municipale en ont assez. Les policiers ayant pour mission la propreté du chef-lieu ne laissent aucun répit au commerce illégal. La pression monte et les conflits communautaires semblent sous-jacents. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Survivre, c'est ce qui pousse de nombreux parents issus de l'immigration à vendre des caissons illégaux au centre-ville du chef-lieu. Avec ces ventes, ils parviennent à peine à nourrir leurs enfants et passent toute la journée à espérer vendre tous leurs légumes pour en faire entrer et permettre à leurs enfants de se nourrir. Wasuru mwenge welewa na kakila kuaisha content ndini sena za hea ono zi factory sena za hea bekasi shuka thamani karsina bwangina bwahuza na kasi levani wasinde mama wasinde baba babo shtrilo nayo vanu saruze mwana trovi mwana mhogor sizare reswambio kula usiku eba babo ritorudia habi basi wanatu watoenshijeje simuzisa ni heli ritoenshio na wana watu uzo kweli baka wasuku kensi vanu risuza trovi zatu bwanata wa madelenka wangia vanu warenge troviatu ribuzurangala rispara madza wanayo mhononi warudi wabuzu asirihuliza eba babo maishatini nderito ya parao
vavo mana wafanya hizo kavati maisha wamayao wasima waja bazaraja wahuze warudi wakauha wadunga mbio vavo ifo wahibe. Des enfants qui toute la journée traînent dans les rues et à cause de la faim vont jusqu'à agresser les passants mais aussi les mamans qui vendent sur le marché. Le seuil de tolérance face à la délinquance est dépassé par une partie de la population, mais les immigrés sont-ils la cause de tous les maux à Mayotte? Certains refusent de trouver des boucs émissaires en la personne des étrangers, comme cette femme qui dénonce l'hypocrisie de l'ensemble de la population, dite originaire du 101e département. Yani situation kula siku na moshka bazar wamiona donc yontambisha swafi namona mama wasuroswa mbio wasitarakishiha après ça namona mama waroswa mbio kapta maure mana kapta maure shundo fanyo hazio watu waifanyao yontambisha swafi mana tu yontambisha mana maure kabenzo fanya hazi donc wamona kama ondo afanyo hazi rilao hor nunuao. Et en attendant, les vendeurs à la sauvette continuent de travailler pour vivre. Certes, la délinquance franchit chaque jour de nouveaux caps, mais à qui la faute? La problématique de l'immigration n'est-elle pas finalement l'arbre qui cache une forêt plus complexe et plus grave? Et en parlant justement de conflits communautaires, en fin de semaine dernière, la commune de Mtsangamouji a été le théâtre d'âpres affrontements entre les Mtsangamoujiens et les ressortissants étrangers origines des îles voisines vivant dans le village, en cause d'indifférence suite à la construction d'une mosquée. Remontés, les habitants du village ont décidé de déloger tous les Comoriens, Anjouanais et Moéliens en leur demandant de quitter les lieux au plus vite. De nombreuses familles ont ainsi été menacées d'expulsion. Pour le maire de Mtsangamouji, ce n'est pas à lui, mais à l'État que revient la tâche de résoudre ce problème. Il était l'invité du temps de parole de ce matin. On l'écoute. L'affaire de l'immigration, c'est une affaire de l'État. Donc nous, la commune, on essaie d'accompagner quand même, de trouver des solutions, mais ça reste quand même une affaire de l'État. Ce sera au préfet de trancher sur cette affaire. Donc là, vous reportez la solution sur le préfet. Sur le préfet, parce que nous-mêmes, en tant que maire, on peut pas les demander de partir, parce qu'à chaque fois, c'est une affaire régalienne. Donc c'est l'État qui est en charge de tout ça. Et à noter que c'est ce dimanche que l'ultimatum a été fixé. Reste à savoir ce qu'il adviendra de ces familles, ce délai passé. Et dès demain matin, dès 9h, les portes ouvertes du BSMA doivent accueillir près de 25 000 personnes au programme animation, jeux ou encore tombola. Alors avec nous, le colonel, qu'attendez-vous de cet événement, ce week-end? Écoutez, ce que j'attends de cet événement, d'abord il a 3 buts. Le premier, c'est de représenter un petit peu la foire d'exposition de Mayotte, puisque malheureusement elle n'existe pas, et avec nos plus de 65 exposants de tous ordres, nous regroupons un petit peu ce qui se fait sur l'île en termes d'artisanat, de grandes entreprises, de promoteurs, d'associatifs qui viennent nous voir. La deuxième chose, c'est que nous sommes une kermesse aussi, puisque par le biais de nos différents stands ludiques, nous pouvons, les familles peuvent venir s'amuser, passer du bon temps. Et enfin, la troisième chose, c'est un lieu de rencontre avec le BSMA. La population mahoraise vient à la rencontre des jeunes du BSMA pour un petit peu savoir qui ils sont, ce qu'ils font, et pourquoi pas venir nous rejoindre d'ici peu. Alors c'est un tout en un, il y a tout, on peut retrouver tous les éléments dont les Mahorais ont besoin pour se divertir, pour apprendre et pour communiquer dans ces journées portes ouvertes. Mais comment ça se prépare? Ça doit être, comme c'est une énorme machine, comment vous vous y prenez? Quelles sont les différentes étapes notamment? Il y a déjà la conception qui se prépare, j'allais dire pratiquement 6 mois en amont. Là, nous concevons un petit peu, j'allais dire, l'architecture de nos portes ouvertes. Ensuite, nous avons toute la partie prise de contact avec nos partenaires, nos sponsors, et les prises de contact avec les artisans, etc. J'avoue que ces choses-là sont assez faciles, puisque chaque année, j'allais dire, nous reconduisons à peu près les mêmes personnes, et chaque année nous en accueillons encore plus, puisqu'ils savent que vraiment c'est pour eux une opportunité de venir au bataillon. Et puis ensuite nous avons la partie communication, puisque depuis bientôt une dizaine de jours nous communiquons sur l'ensemble des médias pour un petit peu
prévenir de cette manifestation. Et puis ensuite, maintenant concrètement, depuis 3 jours au bataillon, tout le monde travaille, met la main à la pâte pour que tous les stands soient prêts et que nous puissions recevoir j'espère, nos 25 000 invités, puisque c'est la cible que j'ai fixée, que nous puissions les accueillir dignement dès demain matin à partir de 9h. Alors, dans les animations, il y aura également des démonstrations. Vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Alors, nous avons des démonstrations qui seront réalisées par les personnels du BSMA, par la filière agents de prévention et de sécurité, donc dans le cadre de leur savoir-faire en technique de maîtrise de personnel. Nous avons aussi une démonstration de conduite d'engins du BTP. Donc ça, c'est pour la partie démonstration réalisée par les gens du BSMA. Et puis nous avons une démonstration de la gendarmerie nationale qui vient nous montrer ses savoir-faire en termes de maîtrise de foule et de personnel. Et puis j'allais dire les traditionnels chiens du DLEM qui seront là pour montrer un petit peu aussi leur savoir-faire. Voilà. Et toutes ces démonstrations auront lieu le samedi matin, le samedi après-midi, et les mêmes seront reproduites la journée du dimanche. Alors on sait c'est un divertissement, mais au-delà de ça, est-ce que c'est aussi une vitrine pour attirer de nouvelles recrues, j'imagine ? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, la troisième item de cette journée porte ouverte, c'est bien de montrer nos savoir-faire, ce que nous savons faire, pour pouvoir justement toucher et les familles, puisque souvent ce sont les familles qui envoient leurs enfants au BSMA, mais toucher les jeunes aussi pour montrer, voyez, vous pensez que vous n'êtes pas fait pour l'école, et écoutez, le BSMA va essayer de vous trouver une voie pour réussir. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que les anciens du BSMA reviennent, mais ils reviennent jamais tout seuls. Ils reviennent accompagnés d'autres personnes en leur disant viens voir ce que moi j'ai connu et là où je suis passé et là ce qui m'a permis de réussir. Et donc ces jeunes attirent aussi d'autres. Évidemment, pour nous, nous avons quand même un objectif de plus de 600 jeunes à recruter annuellement. Donc il est évident que ces journées portes ouvertes sont pour nous un grand moment de communication pour nous montrer et pour dire ce que nous faisons. Alors vous parlez de 600 recrues annuelles. Alors quel taux de réussite justement par rapport à cet effectif ? Alors sur le taux de réussite est le plus élevé des Outre-mer au niveau de Mayotte. Nous avons cette chance-là. Nous sommes à plus de 86% de jeunes qui trouvent un emploi ou une poursuite de formation à l'issue de leur période au bataillon. Il faut savoir que dans ces 86%, nous avons pas loin de la moitié qui trouvent des emplois durables, c'est-à-dire des emplois de plus de 6 mois. Et donc pour nous, j'allais dire, la fierté du bataillon, ce ne sont pas uniquement ces chiffres, mais c'est de voir, j'allais dire, le plaisir de ces jeunes de pouvoir dire, voilà, je suis arrivé ici, j'avais pas grand-chose, je repars du bataillon, j'ai une poursuite de formation, peut-être un emploi derrière, et pour d'autres, j'ai trouvé un emploi, on m'a aidé à trouver un emploi. Et je crois que quand on voit cette fierté dans leurs yeux, je crois que c'est pour nous la plus grande des fiertés. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Christian Carrère, chef de corps au BSMA, le bataillon de service militaire adapté à Mayotte. Place maintenant au reste de l'actualité de ce vendredi 5 juin dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le préfet de Mayotte a rencontré le 3 juin 2015 les dirigeants d'Aquamai en présence de la CAPAM, du directeur de l'AFD et des services de l'État compétents en matière de développement économique. Un mécanisme d'avance remboursable a été proposé aux 4 aquaculteurs et à l'association Aquamai via BPI France. Le SGAR doit réunir rapidement les services de l'État et les aquaculteurs et Aquamai pour déterminer le prix de revient exact d'un alevin. Enfin, une mission a été confiée à la CAPAM afin que soit rapidement proposé un projet de structuration de la filière aquacole pérenne et avec une vision stratégique pour les années 2015, 2016 et 2017. Seymour Morsi, préfet de Mayotte, réaffirme la volonté de l'État d'accompagner la construction d'une filière aquacole vertueuse à Mayotte avec des acteurs qui souhaitent s'impliquer et aux côtés des partenaires institutionnels. À voir s'il n'est pas déjà trop tard.
Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien et la gendarmerie ont effectué une opération conjointe de sécurisation et de contrôle sur l'îlot Mtsamboro hier et avant-hier. Cette opération regroupe l'ensemble des moyens militaires positionnés sur l'île de Mayotte, à savoir les moyens nautiques de l'élément léger de base naval Marine nationale, le détachement de Légion étrangère de Mayotte et le service de santé des armées. Ces unités sont employées en appui des forces de gendarmerie. Pour la première fois, le DLEM, sur réquisition du préfet, participe à une opération de lutte contre l'immigration clandestine. Cette opération entre dans le cadre d'un contrat opérationnel qui prévoit une participation des forces armées. Le détachement de Légion étrangère de Mayotte est notamment intervenu en avril 2014 sur la commune d'Aqua, sinistrée après le passage d'Hélène. Les grues sont en cours d'installation au port de Longoni. Les nouvelles venues d'une hauteur de 32,80 m ont été débarquées cette semaine, accompagnées de 3 élévateurs géants et 4 ponts roulants. Une véritable révolution pour le port et pour Mayotte. En effet, la société Mayotte Channel Gateway, propriétaire des engins, affirme que les capacités de débarquement vont être triplées. Une réduction du temps de chargement et de déchargement, mais aussi une réduction des coûts qui devrait permettre de fidéliser les armateurs actuels. Le port de Longoni et Mayotte vont ainsi pouvoir se placer au cœur du canal du Mozambique, des outils au développement dont Mayotte avait grand besoin. La mondialisation a porté la culture occidentale sur le 101e département. Nouvelle façon de se vêtir, de manger ou de vivre en société. Les cultures se mélangent parfois par force, mais aussi par choix. Ainsi, si fêter les anniversaires ne fait pas partie de la culture mahoraise, de plus en plus de familles s'adonnent à cette pratique. Les populations des îles sont connues pour aimer s'amuser et toutes les occasions sont les bienvenues pour se trouver entre amis autour d'un bon festin. Un reportage, Shakila Issouf et Leslie Vimné. Pour faire de son anniversaire un moment inoubliable, les parents n'hésitent pas à faire preuve d'imagination. Petit budget, mais une occasion de rassembler la famille et l'entourage en toute convivialité. Seulement, entre culture ancestrale africaine, transmission, enseignement de l'arabe et mode de vie à l'occidental, le choc des cultures incite les Mahorais à s'imprégner de toute cette diversité culturelle pour en faire une richesse de l'île. C'est depuis hier soir, on a tout préparé à la maison, on a fait des ailes, des cuisses, des bananes et tout. Donc depuis ce matin, on est là pour accueillir nos invités. On est satisfait d'être en famille, on s'amuse, on baigne. Vraiment, on est vraiment satisfait quoi. Donc c'est l'anniversaire de ma nièce, donc je suis très contente d'avoir tout le monde à côté de nous. Déjà on est en Mahorais, mais on est à la 101e départementale, donc il faut tout mélanger. Donc je suis Mahorais, en français, tout. Les bougies, elle va bien souffler, oui. Par contre, le fêter, en tant que Française, ça on ne pourrait jamais le faire parce que nous on est des Comoriens, des musulmans, on est des Français, enfin on est un tout petit peu mélangé, donc on vole, on fait... oui, on mélange. À la plage ou chez soi, les fêtes d'anniversaire s'intègrent dans la culture mahoraise. L'important est de se retrouver et de créer des liens à travers ces festivités. Pour la petite Diaouida, âgée de 11 ans, le souvenir de son anniversaire restera gravé dans sa mémoire encore bien longtemps. Ça se passe bien, je m'amuse et j'ai des amis qui m'amusent et qui me gâtent aussi et qui m'aiment. Pourquoi c'est important de fêter ton anniversaire? Je sais pas, mais c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on fait un anniversaire depuis même 1 an. Quand j'avais 10 ans, ma tati, elle a payé pour que j'aille en Comores à l'aller et la retour. En somme, le mélange des cultures a amené les sociétés et les communautés à communier et à apprendre à comprendre et connaître l'autre à travers les différentes traditions. Mais à Mayotte, le vivre ensemble et la cohésion sociale sont bien loin de se mettre en marche. Ainsi, les plus optimistes laissent du temps au temps pour que chaque ethnie, religion et communauté trouve sa place. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après, à 19h35, l'invité du temps de parole, Tola Abdouraki Bilité, ce matin au micro de Patrick Méan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, samedi et dimanche soir à 19h dans les rendez-vous de l'info. Bonne suite de programme à vous sur KTV.